on se retrouve aujourd'hui pour faire le cours sur la première explication linéaire de l'année. La première explication linéaire, elle est extraite de l'œuvre de François Rabelais, qui est Gargantua, qui est l'œuvre au programme, je vous le rappelle. Donc, dans cette œuvre, Gargantua, Rabelais va évoquer trois thèmes majeurs, la guerre, la religion et l'éducation. Et vous savez que nous, le thème, c'est l'éducation, la bonne éducation en particulier. Premièrement, François Rabelais, petit rappel, il a des talents multiples. Je vous rappelle, il a été moine, médecin et écrivain. Donc il connaît bien la religion, mais il connaît aussi bien le corps humain. Et il s'en sert dans ses écrits. C'est un humaniste du XVIe siècle. Et je vous rappelle que l'humanisme, c'est un courant de pensée européen qui a pour but de remettre l'homme au centre des préoccupations, c'est-à-dire qui a pour but de réfléchir sur l'homme, sur sa place dans le monde, notamment sa place par rapport à la religion. L'objectif n'étant pas d'être contre la religion, mais plutôt de s'interroger sur celle-ci. On va pour cela utiliser plusieurs manières de faire, notamment on va passer par la philosophie. On a des écrivains comme Montaigne, par exemple, qui sont des auteurs humanistes importants et qui vont réfléchir à la place de l'homme dans leurs écrits, dans les essais en ce qui concerne Montaigne. On va avoir également le recours à l'esprit critique, donc la réflexion, une véritable réflexion sur soi et sur ce monde qui nous entoure. Et on va revenir au texte antique pour opérer toute cette réflexion. Alors, ensuite, Gargantua et Pantagruel sont les deux œuvres majeures de Rabelais. Je vous rappelle que Gargantua est le fils de Pantagruel, bien que le roman ait été publié après, donc en 1534. Et donc, comme je vous le disais, trois thèmes majeurs, la guerre, la religion et l'éducation. Dans le premier texte que nous allons voir aujourd'hui, le thème abordé, c'est la première éducation reçue par Gargantua. Gargantua va recevoir dans l'œuvre deux éducations. La première par maître Tubal Holoferne et Jodelin Bridet, qui sont des théologiens sophistes. C'est une éducation médiévale, une éducation qui est fortement critiquée par Rabelais. Et de l'autre côté, suite à la rencontre avec Ponocrates, il va recevoir donc une éducation humaniste, qui va aboutir donc à l'enrichissement de Gargantua et une très bonne éducation pour lui. Donc forcément, on va mettre ici les deux éducations en opposition. On commence donc par, dans cette première explication linéaire, on commence donc par l'éducation médiévale de Gargantua. Alors, le texte que nous allons étudier dans cette première explication linéaire, il est extrait du chapitre 21 du roman Gargantua. Dans cet extrait, Gargantua fait le récit d'une journée passée avec son maître Tubal Holoferne, qui est donc un théologien qui dispense une éducation médiévale. Cette éducation ne satisfait pas Grangousier, qui est le père de Gargantua, et donc Gargantua va être confié à Ponocrates, qui est un maître humaniste. Et Ponocrates, avant de dispenser sa propre éducation, veut d'abord chercher à comprendre comment Gargantua en est arrivé à être aussi sot et ignorant, comme il le dit lui-même dans l'extrait. La problématique que nous allons développer pour étudier cet extrait est donc comment cet extrait illustre-t-il la première éducation reçue par Gargantua. Et pour cela, nous allons suivre le texte de manière linéaire et on commence avec le premier mouvement qui évoque les effets de la première éducation, les effets désastreux. Ensuite, les habitudes prises par Gargantua, et on pourra ici qualifier les habitudes de mauvaises habitudes. Et enfin, comment Gargantua justifie-t-il son comportement? Donc, comment Gargantua pense sincèrement que cette éducation qu'il a reçue est une bonne éducation. Voilà pour la partie introduction. On a donc rappelé qui était Rabelais. Ensuite, on a évoqué son parcours, son courant de pensée, ses œuvres. Et je me suis après intéressée à l'extrait, à la problématique et au mouvement. Vous voyez comment on part du général vers le particulier. On va pouvoir passer maintenant au développement et à l'explication linéaire en elle-même. Bien, pour analyser le premier mouvement, nous avons donc ce tableau que vous connaissez déjà, avec la partie relevée, la partie procédé et la partie interprétation. C'est donc une explication linéaire. Vous voyez bien que les relevés vont dans l'ordre du texte. Je commence avec la première expression, cela fait, et je vais donc au bout du premier paragraphe. Ici, je peux renoter le titre du mouvement. Les effets
désastreux. Voilà, les effets désastreux de la première éducation. Donc, on y va. Alors, le jour de l'oral, il faudra que vous repreniez donc l'introduction que l'on vient de faire et vous attaquez ainsi votre oral en disant que vous allez travailler le premier mouvement du texte. Ici, le premier mouvement du texte correspond au premier paragraphe. Ce premier paragraphe qui est introduit par l'expression « cela fait », qui est un complément circonstanciel de temps, qui signifie « une fois que j'ai fait cela », et cela marque une nouvelle étape dans le récit. Ensuite, nous avons « il voulut à tout prix étudier selon l'avis éclairé de Ponocrates ». Donc là, on repère le verbe « vouloir », donc un verbe de volonté, le complément circonstanciel de manière à tout prix, et le vocabulaire de l'éducation, et enfin la signification de Ponocrates, qui, je vous rappelle, signifie « qui fait des efforts ». Tout ça ensemble, ce verbe de volonté, le complément circonstanciel de manière à tout prix, le vocabulaire de l'éducation et la signification du nom de Ponocrates, on peut donc dire que Gargantua ici apparaît comme un personnage déterminé, qui est prêt à évoluer et qui a envie d'évoluer, qui a envie d'apprendre de nouvelles choses. Les enjeux sont donc bien perçus par Gargantua, et donc Ponocrates apparaît comme un bon intermédiaire, c'est-à-dire un bon précepteur pour la suite. Ensuite, mais pour commencer, celui-ci ordonna de se comporter suivant son habitude. Donc là, on a une conjonction de coordination, mais, qui exprime l'opposition, et le verbe qui marque l'autorité, ordonna. Ici, Ponocrates reprend la main et il dit à son élève Gargantua, tu vas d'abord faire comme tu faisais auparavant, afin que je puisse voir. Ponocrates se place ici en bon pédagogue et fait preuve d'esprit critique. Avant donc de remanier l'éducation, il cherche à comprendre comment Gargantua en est arrivé là. Et donc, où est-ce qu'il en est arrivé? C'est la dernière étape, afin de comprendre par quelle méthode ses anciens précepteurs avaient pu le rendre si sot, niais et ignorant, en disposant d'autant de temps. Ici, on a un complément circonstanciel de but, afin de. L'accumulation d'adjectifs péjoratifs avec les trois sot, niais, ignorant, et on peut même évoquer l'intensif si sot. Et le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a une éducation qui a duré longtemps, autant de temps, et pourtant il est ignorant. Donc Ponocrates cherche ici à comprendre, d'accord, et il dénonce d'emblée les effets désastreux de cette première éducation reçue par Gargantua. Voilà donc pour l'explication linéaire de ce premier mouvement. On termine par un bilan. Le bilan, le voici. Donc d'emblée, Ponocrates se présente comme le précepteur averti, le bon précepteur, celui qui sait. Mais avant de proposer des remèdes, il a besoin de constater quels sont les problèmes rencontrés par Gargantua. Gargantua, quant à lui, apparaît comme un élève motivé et désireux de s'améliorer. Et on va pouvoir passer au deuxième mouvement, qui est donc la journée type reçue par Gargantua lors de cette première éducation, dans laquelle on va voir qu'il y a effectivement des problèmes. Pour le deuxième mouvement, nous avons donc évoqué dans l'introduction les habitudes prises par Gargantua, ces habitudes qui sont mauvaises. Donc on va donc aller voir maintenant la journée type du géant. Avec un premier relevé, avec les verbes s'employer et s'éveiller, il employait et s'éveillait d'ordinaire entre 8 et 9 heures, et enfin la série de 3 verbes, il gambadait, sautait et se vautrait. Tous ces verbes sont à l'imparfait, qui vient exprimer ici des habitudes. Petit rappel, l'imparfait a deux valeurs possibles, une valeur de description et une valeur d'habitude. La valeur des temps verbaux, vous les avez vus normalement dans vos années de collège. S'il y a besoin, n'hésitez pas à retourner faire un tour là-dessus. Donc l'imparfait, on va l'utiliser dans deux cas possibles majoritairement. Soit quand on fait une description, quelque chose de figé, qui dure dans le temps, soit pour exprimer une habitude, c'est ce qui se répète. Donc, nous avons une multiplication ici de verbes à l'imparfait, qui vont exprimer les habitudes de Gargantua. Ensuite, on a un complément circonstanciel de temps. Ce complément circonstanciel de temps, il est là, entre 8 et 9 heures. Et le lexique de la joie et de l'insouciance, avec le gambader, sauter et se vautrer,
On a ici une image assez enfantine du géant. L'interprétation que l'on va pouvoir proposer maintenant, c'est que Gargantua apparaît comme un enfant non éduqué, et les premières activités de la journée ne sont pas du tout tournées vers l'éducation. On n'est pas du tout dans le cadre de ce que l'on pourrait attendre, en tout cas de maître et de précepteur. Pour poursuivre sur le deuxième mouvement, on va pouvoir prendre le relevé suivant. Ainsi, l'avait ordonné ses anciens précepteurs, s'appuyant sur ce que dit David. C'est vanité de vous lever avant le jour. Ici, le verbe plus que parfait avait ordonné marque l'autorité. Cette autorité est soutenue par la citation de la Bible. C'est vanité de vous lever avant le jour, citation imputée à David. Cette citation signifie qu'il est vain, que ça ne sert à rien de se lever avant le lever du jour. Là, il y a une critique claire des premiers précepteurs et une critique en creux de leur foi qui les rend paresseux. Ensuite, on peut prendre « il se peignait du peigne d'Almin », c'est-à-dire des 4 doigts et du pouce. Et je poursuis avec les 3 verbes à l'infinitif « se peigner »,« se laver » et « se nettoyer ». Le complément circonstanciel de manière, c'est-à-dire des 4 doigts et du pouce, plus l'accumulation des verbes qui renvoient à l'hygiène, se peigner, se laver et se nettoyer. Tout ça nous montre que l'hygiène est complètement négligée, avec une mauvaise éducation à l'hygiène. Il y a un effet comique avec l'emploi du terme allemand, du nom commun allemand, qui renvoie à un personnage lié à la théologie, et ici à la main, donc c'est le peigne de la main. Cette hygiène est comparée à une perte de temps. C'est ironique parce que cette perte de temps n'est pour autant pas comblée par une éducation supplémentaire. Ensuite, on a l'accumulation, il fiantait, pissait, se raclait la gorge, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait et morvait comme un archidiacre, avec donc l'accumulation de verbes qui renvoient à la satisfaction des besoins naturels et primaires et aux mauvaises habitudes. On a un lexique familier du bas corporel. Et on a aussi, j'ai oublié de noter, cette comparaison avec comme un archidiacre, clairement ici une grosse critique de la religion et de ses maîtres théologiens. Donc Gargantua ne semble pas du tout éduqué, il se comporte comme un enfant qui n'a aucune bonne manière, et Ponocrates se rend compte d'où viennent ainsi ces mauvaises habitudes qui sont imputées ici clairement à la religion, avec la citation de la Bible et ici la comparaison comme un archidiacre. On termine avec l'accumulation et l'énumération, belles tripes frites, de belles grillades, de beaux jambons et de belles côtelettes de chevreau et force soupe du matin, avec l'anaphore des adjectifs belle, beau et l'énumération ici de la nourriture. On a ici l'image de la goinfrerie du géant, une goinfrerie sans retenue, sans mesure. Il n'y a aucune éducation à l'alimentation. Ponocrates est d'ailleurs effaré de ce manque d'hygiène, de cette non-hygiène à l'alimentation. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il poursuivra au moment du troisième mouvement. Donc pour faire un bilan, on comprend maintenant d'où viennent les mauvaises habitudes du géant. Ces mauvaises habitudes, cette mauvaise éducation sont directement imputables à ses anciens précepteurs. Et on a ici une critique forte de la religion, et en tout cas de ce qu'elle fait sur Gargantua, et de comment ses anciens précepteurs s'en servent dans leur éducation. Donc dans ce troisième mouvement, on va voir les justifications de Gargantua, avec tout d'abord Ponocrates lui expliqua. Ici, on introduit le discours indirect de Ponocrates. Le précepteur reprend la main et va montrer à Gargantua quel est le problème avec cette alimentation, notamment le fait qu'il n'ait pas encore fait d'exercice et qu'il faut commencer par cela. Ceci est nécessaire pour que Gargantua puisse réagir, et Gargantua lui va réagir au discours direct, ce qui est davantage percutant. Ce discours direct, il s'engage avec « Quoi? N'ai-je pas fait suffisamment d'exercice? Je me suis vautré 6 ou 7 fois dans le lit avant de me lever. N'est-ce pas assez ?» Ici, on a 2 questions rhétoriques, avec « N'ai-je pas fait suffisamment d'exercice » et « N'est-ce pas assez ?» Je vous rappelle, les questions rhétoriques, ce sont des questions qui n'attendent pas de réponse directe. Les 2 négations, avec « N'ai-je pas » et « N'est-ce pas ?» tout cela qui va révéler l'antithèse entre exercice et vautrer. Ici, on voit bien que se vautrer dans un lit est loin de faire de l'exercice, donc du sport.
Il y a un décalage évident entre les attentes de Ponocrates et ce que Gargantua est capable de faire à ce moment-là. Et ce qui est important aussi, c'est de montrer que là, Gargantua, il est de bonne foi. Il pense véritablement qu'il a reçu une bonne éducation. À aucun moment, il fait preuve ici d'ironie ou il ne faudrait pas aller chercher quelque chose comme ça. Gargantua, il pense réellement qu'il a reçu une bonne éducation. On poursuit avec les trois références, le pape Alexandre, mes premiers maîtres, et maître Tubal, avec la parenthèse très importante, qui fut premier de sa licence à Paris. Donc ces références sérieuses sont des arguments d'autorité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a cités, c'est comme si on ne pouvait plus rien citer derrière, parce qu'ils font autorité en la matière. Il y a quand même le pape dans l'histoire, et on a des connecteurs logiques, c'est pourquoi aussi, et mais plutôt. Le discours ici, il apparaît comme un discours argumentatif construit avec des références sérieuses, solides. Donc on a l'impression que Gargantua sait de quoi il parle, et tout cela ne fait en fait que révéler son ignorance, cette ignorance qui est encore une fois imputée à ses précepteurs, parce qu'ici les trois références renvoient quand même à Maître Tubal directement et à ses premiers maîtres. Ce troisième mouvement se poursuit avec le déjeuner favoriser une bonne mémoire, les verbes boire, dîne, boire d'état, d'état, d'état et boire matin. Ici, on a un contraste burlesque, c'est-à-dire ça ne s'associe pas ensemble, ça ne va pas ensemble entre le repas et l'éducation, parce qu'on a un déjeuner qui est censé favoriser la bonne mémoire, et on a le lexique notamment de la boisson qui est très présent, avec boire qui est répété 3 fois. Et ce boire est associé à la répétition du mot d'état, d'état, d'état 3 fois. Donc Gargantua ici reproduit complètement ce que ses maîtres lui ont appris, notamment donc, des sophismes fallacieux, c'est-à-dire que c'est un raisonnement qui se mord la queue. Le repas remplace ici l'éducation, qui aurait dû être reçue. Enfin, on a le proverbe « lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur ». Donc ce proverbe avec les infinitifs lever et boire et le présent de vérité générale, n'est point et est, pardon, on a ici quelque chose qui se pose comme une vérité. C'est bien le mode de vie du géant qui est résumé dans cette phrase, un mode de vie qu'on qualifierait de bon vivant. En tout cas, c'est ce que pense Gargantua. Donc ce troisième mouvement s'achève sur cela. Il faut bien comprendre que Gargantua dit tout cela en toute bonne foi. Pour lui, il a véritablement reçu une bonne éducation, même s'il ne sait pas encore ce que cela signifie. On peut conclure sur le troisième mouvement en disant que Gargantua donc, est totalement imprégné des enseignements des sophistes. Il reproduit complètement ce qu'il a appris avec eux, et le chemin de l'éducation avec Ponocrates s'annonce donc long et difficile pour le géant qui doit tout réapprendre. Ça, c'est ce que nous verrons dans le second texte, la seconde éducation. On conclut donc en disant que dans cet extrait, Rabelais cherche à bien montrer comment l'éducation médiévale est mauvaise pour Gargantua, et pas seulement lui, mais pour tous les jeunes hommes à l'époque qui ont reçu cette éducation. Et on peut ouvrir sur le texte suivant que nous verrons, donc sur la seconde éducation, l'éducation humaniste, celle que recevra Gargantua aux côtés de Ponocrates et qui mènera à l'ouverture de l'abbaye de Thélème, qui est donc au chapitre 52 du roman.